Dans le combat sans merci qui oppose policiers et délinquants, les armes sont parfois inégales. Face à l'horreur et à la sauvagerie des crimes qu'ils doivent résoudre, les policiers s'appuient sur leur expérience et sur les technologies de pointe pour mener leur enquête. Et entre un objet contondant et un minuscule fragment d'aluminium, leur ingéniosité leur permet alors de révéler d'infimes détails qui suffiront à confondre le meurtrier. Et l'arme la plus efficace n'est alors pas nécessairement celle que l'on croit. Tracy Parker a 16 ans. Entre l'école, le sport, les devoirs et son petit boulot, la jeune fille a une vie bien remplie. Elle consacre le peu de temps libre qui lui reste à sa passion, l'équitation. On montait à cheval depuis qu'on était petite. En fait, mon père a acheté le seul poney qu'on ait jamais eu à la maison quand j'avais 4 ans, je crois. Les chevaux et les animaux ont toujours fait partie de notre vie. Les voisins de Tracy, Wayne et Sharon Fry, la laissent souvent monter leurs chevaux. En échange, la jeune fille nettoie les box. Mais après l'une de ses visites chez eux, Tracy disparaît. On ne la reverra jamais. Ma mère savait que Tracy devait aller là-bas pour monter. Au bout d'un moment, quand elle a vu qu'elle ne rentrait pas, elle a essayé de l'appeler. Et après, elle est allée chez les Fry pour savoir s'ils savaient où elle était. Les Fry disent aux parents de Tracy qu'ils sont allés dîner dehors et qu'à leur retour, Tracy n'était pas chez eux. Mais ils ont remarqué que le cheval préféré de la jeune fille transpirait, ce qui indique que quelqu'un l'a monté. De plus, le matériel d'équitation a été utilisé puis rangé. Tout semblait être en ordre dans leur maison. Et ma mère a continué à passer des coups de fil. Les parents de Tracy signalent sa disparition à la police. En l'absence d'indices, quand un adolescent ne rentre pas chez lui et qu'il a disparu depuis moins de 24 heures, on considère d'office qu'il s'agit d'une fugue et on oriente l'enquête dans ce sens. Les amis, les voisins, la police et des volontaires se mettent à la recherche de Tracy, mais elle reste introuvable. 5 jours plus tard, les vêtements de la jeune fille sont découverts dans une forêt située à 3 km de chez elle. Les vêtements étaient en tas, roulés en boule. Ils avaient été jetés dans les buissons depuis la route. Les vêtements étaient en très mauvais état. Ils étaient pleins de sang. Et comme il y avait presque tous ses habits, on a tout de suite pensé au pire. Toute la famille était bouleversée. Pour nous, ce jour-là, ça a vraiment été terrible. Tout près des vêtements se trouve une serviette rouge et une couverture orange, toutes deux maculées de sang. À cette époque, les analyses ADN ne sont pas encore très répandues. Mais grâce à un test sérologique, les experts scientifiques déterminent que le sang retrouvé est du groupe O, le même que celui de Tracy. Tracy ayant disparu après s'être rendu chez les Fry, la police fouille la maison et les écuries. Et ils y font une découverte surprenante. J'ai découvert des taches de sang sur la porte menant au sous-sol. J'ai trouvé ça très suspect. Il est évident qu'il s'agit d'éclaboussures de sang. Ce n'était pas une tache, ni une goutte. Le sang avait éclaboussé la porte avec une certaine force. Interrogés par la police, les Fry déclarent que le sang s'est retrouvé là à la suite d'un accident, une explication que les enquêteurs trouvent bien commode. J'en ai parlé à Wayne Fry. Je lui ai demandé s'il s'était blessé ou quelque chose, et il était effectivement blessé au pouce. Tout laisse à penser que la maison des Fry cache une scène de crime. Mais les parents de Tracy espèrent toujours que leur fille est en vie. Ramenez-la à la maison. C'est tout ce que j'ai à dire. Tracy Parker, 16 ans, est allée chez ses voisins pour monter un de leurs chevaux. Ensuite, elle a mystérieusement disparu. Ses vêtements et une couverture maculée de sang ont été découverts à 3 km de là. Le fait d'avoir retrouvé ces vêtements nous a mis face à quelque chose que nous ne voulions pas envisager. La serviette rouge retrouvée avec les vêtements fournit une piste aux enquêteurs.
La police découvre qu'elle appartient aux voisins de Tracy, les Fry. Ils l'avaient utilisée pour couvrir la fenêtre de leur garage. Ils n'étaient pas du genre dynamique. Ils étaient un peu mous. Ils étaient un peu bizarres, sans plus. Mais ils n'avaient pas l'air méchants. Pour moi, il n'y avait aucune raison de se méfier d'eux. Pour moi, tout laissait à penser que la propriété des Fry abritait une scène de crime potentielle. Encore plus troublant, la police a découvert du sang dans la maison des Fry, sur la porte du sous-sol. À ce stade, on avait peut-être découvert le dernier endroit où s'était trouvée Tracy. Mais à la grande déception des enquêteurs, les analyses révèlent qu'il s'agit du sang de l'un des chiens des Fry. Ils avaient 2 gros chiens, et l'un des 2 s'était blessé au bout de la queue. Il était donc possible que le sang qui se trouvait sur la porte soit celui du chien. Néanmoins, la police continue de soupçonner Wayne et Sharon Fry. Des traces de sang sont observées sur la porte du garage du couple qui autorisait Tracy Parker à monter ses chevaux. Le sang appartient-il à l'adolescente disparue ou au chien de la famille qui s'était blessé? Il y a un peu plus d'un siècle, il était encore impossible aux enquêteurs de différencier le sang humain du sang animal, ou même le sang de n'importe quelle autre substance. Ainsi, si un suspect était appréhendé, les mains couvertes de sang, il pouvait toujours prétendre avoir tué un poulet ou un lapin quelques minutes plus tôt. Il a fallu attendre 1901 et les travaux d'un biologiste allemand pour être en mesure de différencier les taches avec certitude. La première affaire criminelle résolue grâce à cette méthode date de la même année. Ludwig Tesno, un charpentier itinérant, fut accusé du meurtre et du démembrement de 2 garçonnets. Il nia farouchement, arguant que les taches sombres qui maculaient ses vêtements étaient du brou de noix. Mais les tests réalisés à partir de sérum prouvèrent qu'il s'agissait de sang humain. Tesno fut condamné à mort et exécuté. Mais revenons à notre affaire. Wayne et Sharon Fry prétendent qu'au moment de la disparition de Tracy, ils étaient sortis dîner chez des amis. Pourtant, les relevés téléphoniques indiquent qu'un coup de fil a été passé de chez eux à 19h44. Brian Lord, l'homme à tout faire des Fry, a appelé sa petite amie pour lui dire qu'il serait en retard. Brian Lord et sa petite amie venaient d'avoir un bébé. Ils avaient de la famille ce soir-là. C'était leur premier dîner tous ensemble et Brian était attendu. 15 minutes plus tard, Tracy a appelé l'une de ses amies. Tracy a appelé l'une de ses amies vers 20h. Et comme sa copine n'était pas disponible à ce moment-là, Tracy lui a dit de la rappeler. Brian Lord déclare à la police qu'il n'a pas vu Tracy ce soir-là et qu'il a quitté la maison des Fry peu de temps après son coup de fil. Ma sœur m'avait dit, tu sais, ce type qui travaille dans la maison où je monte les chevaux, il dit que tu es très mignonne. Je le connais pas plus que ça. Il m'a juste raccompagnée une fois en voiture, mais il est sympa. Les experts trouvent un indice inhabituel sur les vêtements de Tracy. Un minuscule morceau de métal. Quand on a examiné ces copeaux de métal, on a remarqué qu'il y avait des marques dessus. Il y avait des marques de forme incurvée très caractéristiques, indiquant que le métal avait été travaillé avec une machine. Il s'agit de copeaux provenant d'un tour, une machine qui sert à façonner le métal. Les experts scientifiques utilisent la spectrométrie de fluorescence X pour déterminer la composition chimique des morceaux de métal. Il était composé essentiellement d'aluminium, mais il y avait aussi beaucoup d'autres éléments, des alliages d'aluminium. Trouver du métal sur des vêtements est plutôt inhabituel. C'est extrêmement rare. Il n'y a pas grand monde qui se balade avec des copeaux d'aluminium sur ses vêtements. Mais les enquêteurs ne trouvent pas de morceaux de métal similaires dans la maison ni dans l'écurie des Fry. Alors que l'enquête continue, une équipe de recherche découvre ce que tout le monde redoutait.
Un mois après la disparition de Tracy, le corps à moitié dénudé de la jeune fille est découvert dans un champ situé à 5 km de chez elle. C'est comme si mon enfance avait pris fin le jour où Tracy est morte. Tout d'un coup, il fallait que je sois une adulte avec ses problèmes, ses responsabilités et tout le reste. Les choses auxquelles il faut faire face quand on vit une tragédie comme celle-là. J'ai perdu mon innocence en quelque sorte. L'autopsie révèle que Tracy est morte d'un coup porté à la tête avec un objet contondant. Apparemment, elle a été tuée à peu près au moment de sa disparition. Elle a également subi des violences sexuelles. Sur son corps, il y a des copeaux de métal identiques à ceux retrouvés sur ses vêtements, ainsi que des fragments d'une peinture verte, apparemment très ancienne et patinée. À partir de ce moment-là, les policiers ont commencé à rechercher un site de construction ou un magasin de bricolage où ils travaillaient le bois. Le bois venait bien de quelque part, le métal venait bien de quelque part aussi. Alors ils sont allés sur le terrain, à la recherche d'un chantier ou d'un magasin qui pourrait avoir un lien avec les indices recueillis. Les enquêteurs savent que s'ils parviennent à identifier l'origine des fragments de métal et de peinture, ils tiendront le meurtrier de Tracy. La police a découvert que le soir de sa disparition, Tracy avait passé un coup de fil de la maison des Fry aux environs de 20 h. Brian Lord, l'homme à tout faire des Fry, a lui aussi utilisé le téléphone 15 minutes plus tôt, mais il prétend ne pas avoir vu la jeune fille. Il dit qu'il s'est arrêté à l'atelier de son frère en rentrant de chez lui. La police examine les lieux, mais ne trouve rien de suspect. Rien ne nous a sauté aux yeux. Il ne semblait pas s'être passé quelque chose dans l'atelier. Brian Lord autorise les enquêteurs à examiner son pick-up et les vêtements qu'il portait le soir de la disparition de Tracy. Il ne trouve aucun indice. Mais ses voisins l'ont vu laver son véhicule avec un tuyau d'arrosage ce soir-là. On avait des témoins qui l'avaient vu laver son pick-up, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait lavé son pick-up torse nu, alors qu'il faisait à peine 15 degrés dehors. C'était plutôt bizarre. Naturellement, les enquêteurs trouvent cela suspect. Ils décident donc de retourner examiner l'atelier du frère de Brian Lord. Le sol est incroyablement propre et comme recouvert d'une substance huileuse. Pour savoir ce qu'il y a en dessous, les techniciens vaporisent le sol avec du leucomalachite vert, un révélateur qui réagit au contact des protéines contenues dans le sang humain. En quelques secondes, de larges taches de sang apparaissent. Ça ne se voyait pas à l'œil nu, mais il y avait beaucoup de sang. Je n'en revenais pas. Aubaine pour les enquêteurs et la justice. Le sang est une substance qui s'efface difficilement. 200 litres d'eau sont nécessaires pour nettoyer 1 litre de sang versé, mais ne suffisent pas à en faire totalement disparaître les traces. Plus encore, des gouttes s'incrusteront toujours dans les interstices des planchers et des carrelages. Pour les mettre en évidence sur des scènes de crime potentielles, les experts utilisent plusieurs produits qui réagissent avec le fer contenu dans l'hémoglobine, comme le luminol ou le Blue Star. Conçu sur le même principe, le leucomalachite vert est un colorant qui réagit aux protéines contenues dans le sang humain. L'avocat de Brian Lord suggère que la chienne de son client pourrait très bien avoir eu ses chaleurs récemment et qu'il pourrait donc s'agir de son sang. J'ai dit, il faut faire examiner ce chien. Pourquoi il m'a répondu? Et moi, parce que vu la quantité de sang qu'il y a, il doit déjà être mort à l'heure qu'il est. Un test sérologique montre qu'il s'agit de sang humain et qu'il est du même groupe que celui de Tracy.
Les analyses au laboratoire de la police scientifique ont révélé que le sang était de groupe O et contenait une enzyme particulière qu'on ne trouve que chez environ 4% de la population. Et il s'avérait que Tracy était du même groupe sanguin et qu'elle était justement porteuse de cette enzyme. Les experts scientifiques relèvent tous les indices qu'ils trouvent dans l'atelier du frère du suspect. Fragments de peinture, copeaux de métal, éclats de bois, débris, poussière saleté. Tous les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire de la police scientifique. Depuis que le labo a été créé dans les années 70, c'était la première fois qu'on nous envoyait autant d'indices à analyser pour un même dossier. Parmi les centaines d'échantillons collectés, les enquêteurs identifient les fragments de bois et de peinture. Mais les éclats de bois sont trop petits. Il est impossible de dire s'ils correspondent à ceux retrouvés sur le corps de Tracy. Les fragments de peinture blanche sont difficiles à identifier, mais ce n'est pas le cas des fragments verts. Je n'avais jamais vu une peinture verte comme celle-là. D'après ce que j'ai constaté quand je l'ai examinée, elle était très patinée, très ancienne. C'était la première fois que je voyais une peinture pareille. D'ailleurs, je n'en ai pas revu depuis. Les fragments de peinture sont examinés par les experts scientifiques et les résultats d'analyse sont surprenants. La peinture est identique à celle d'un vieux morceau de clôture retrouvé dans l'atelier du frère de Brian Lord. C'était la même couleur, la même texture, la même épaisseur, le même effet patiné. Tous les composants étaient strictement identiques. D'après le relevé des travaux effectués par Brian Lord, il a démonté cette clôture verte quelques semaines avant la disparition de Tracy et il l'a transportée dans son pick-up. Pour moi, ces éclats de peinture verte prouvaient que Brian Lord était bien lié à la disparition de cette jeune fille. Pour finir, les morceaux de métal trouvés dans l'atelier sont soumis à la spectrométrie de fluorescence X. Ils sont identiques à ceux retrouvés sur le corps de Tracy, sur ses vêtements et sur la couverture orange. Un cheveu retrouvé sur la couverture est examiné au microscope. Il est identique à ceux de Brian Lord. On ne sait pas pourquoi, mais Brian Lord était une personne pleine de haine. C'était un homme mauvais. La scène de crime s'est-elle tenue dans l'atelier du frère de Brian Lord? Les indices récoltés sur place semblent prouver. Mais pour soutenir le dossier d'accusation du procureur lors d'un futur procès, les experts scientifiques doivent être en mesure de relier chaque élément au suspect. Pour ce faire, ils ont à leur disposition un appareil capable d'identifier de minuscules fragments de matériaux. Un spectromètre de fluorescence X permet en effet de casser les molécules, de les séparer en ions, de mesurer leur charge électrique et d'obtenir un spectre qui fournira en quelque sorte l'empreinte chimique du matériau analysé. Et grâce à cela, les enquêteurs peuvent prouver que d'une manière ou d'une autre, Brian Lord a été en contact avec des éclats de bois et de peinture ou des fragments métalliques retrouvés sur les vêtements de Tracy Parker et sur la couverture qui enveloppait son corps. Lors de son arrestation, Brian Lord clame son innocence. Mais en vérifiant ses antécédents, la police découvre un passé violent. Dans l'enquête sur le meurtre de Tracy Parker, 16 ans, l'épreuve scientifique incrimine Brian Lord. En fouillant dans son passé, la police découvre qu'il a de sérieux antécédents. Le suspect a déjà été condamné pour meurtre. Quand il était adolescent, vers l'âge de 13 ans, il est passé chez un de ses amis et il a abattu sa mère par derrière, alors qu'elle étendait le linge. Il n'avait aucun mobile, il l'a simplement tuée comme ça. Pour ce meurtre, Brian Lord a seulement passé 6 mois dans un centre de détention pour mineurs.
Quand on a appris que Brian Lord avait déjà tué quelqu'un, notre famille s'est sentie trahie. Le système n'avait pas fait son travail. Comment quelqu'un avait pu passer aussi peu de temps en prison pour un crime aussi abominable? Le procureur pense que Brian Lord avait remarqué la jeune Tracy Parker depuis longtemps. Il travaillait comme homme à tout faire dans la propriété où la jeune fille s'occupait des chevaux. Le soir du meurtre, les Fry étaient sortis dîner. Brian Lord et Tracy se sont retrouvés seuls. Brian Lord a téléphoné à 19h44 à sa petite amie pour lui dire qu'il serait en retard. Il a raccroché seulement 8 minutes avant que Tracy ne téléphone à une amie. Nous sommes pratiquement convaincus qu'ils se sont croisés dans la cuisine. Et plus personne n'a revu Tracy après ça. Brian Lord a certainement proposé à la jeune fille de la raccompagner chez elle en voiture. En chemin, il s'est arrêté à l'atelier de son frère qui était absent ce jour-là. Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à attirer Tracy à l'intérieur. Il lui a certainement fait des avances qu'elle a refusées. Les preuves suggèrent que Brian Lord a frappé Tracy à la tête avec un objet contondant avant de la violer. C'est là que de minuscules morceaux de bois, de peinture et de métal se sont accrochés aux vêtements de la jeune fille. Lorsqu'il charge le corps de la victime dans son pick-up, des fragments de peinture verte se transfèrent sur ses vêtements et un de ses cheveux tombe sur la couverture. Le meurtrier abandonne les vêtements, la couverture et le corps de Tracy à différents endroits. Il lave ensuite son pick-up au jet d'eau. Il nettoie également le sol de l'atelier et répand de l'huile de moteur dessus pour camoufler le sang infiltré dans le béton. Mais il ne parvient pas à effacer toutes les preuves. Les outils dont disposent les experts médico-légaux ont permis de le confondre. Ça a été très compliqué. Il nous a fallu énormément de temps pour présenter tous les éléments à charge. Il fallait expliquer d'où ils provenaient et quels liens ils avaient avec les autres preuves qu'on avait relevées ailleurs. Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez lui. Plusieurs fois, quand on était au tribunal, il a fait des remarques quand on passait à côté de lui. Il a dit à mon père, si un jour je sors, peut-être que sa sœur sera la prochaine. C'est le genre de choses qui vous donnent des cauchemars. Mais je n'ai pas à m'inquiéter de ça pour le moment. Peut-être plus tard, mais là, je sais exactement où il est. Brian Lord est jugé et reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à mort. Quelques années plus tard, Brian Lord est rejugé en appel. En 1999, il est de nouveau reconnu coupable de meurtre, mais cette fois, il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Après le premier procès en appel, je crois que c'était la Cour suprême de l'État qui a dit qu'elle n'avait jamais eu à traiter un dossier avec autant de preuves circonstancielles. Et je suis prête à parier que c'est toujours le cas. Sans les preuves médico-légales, je ne suis pas sûr que cette affaire aurait été résolue. Ce sont ces preuves qui ont permis d'assembler toutes les pièces du puzzle et d'incriminer Brian Lord. Par bien des aspects, la résolution de cette affaire est exemplaire, car elle combine plusieurs techniques médico-légales. Relevé d'appels téléphoniques, révélation et analyse de sang sur la scène de crime, emploi de la chimie moléculaire pour identifier des fragments de métal, de bois et de peinture. À cette approche scientifique se sont ajoutées des techniques d'investigation traditionnelles comme l'enquête de proximité, qui avait permis de savoir que Brian Lord avait nettoyé son pick-up à grande eau le soir de la disparition de Tracy, dans le but, bien sûr, de faire disparaître les taches de sang. Cette affaire soulève néanmoins une question d'ordre strictement judiciaire.
Comment se fait-il qu'après avoir tué de sang-froid la mère de l'un de ses amis, et alors qu'il n'était âgé que de 13 ans, Brian Lord ne fut condamné qu'à une peine de 6 mois de détention dans un centre pour mineurs? Comment expliquer qu'il n'ait bénéficié d'aucun traitement médical ou de suivi psychologique? Enfin, comment a-t-on pu le remettre en liberté sans craindre qu'il ne récidive? Les réponses à ces questions ne sont malheureusement plus d'actualité. Une adolescente de 16 ans a perdu la vie dans des conditions atroces, son seul tort ayant été, de retour d'une promenade à cheval, d'avoir croisé la route du psychopathe.